Robert Varader, pouvez-vous vous présenter, je vous prie? Alors, pour présenter, je vais rapidement présenter mon parcours. Mon parcours, j'ai coutume de dire qu'il est en 3 tiers jusqu'à présent. Peut-être finira-t-il en 4 quarts, mais en tout cas, un premier tiers de vie professionnelle dans le monde universitaire, comme enseignant en économie à l'université Paris 13, Villetaneuse, où à la fois j'ai pu enseigner, mais aussi et surtout diriger pendant plusieurs années un laboratoire de recherche assez important, qui a compté jusqu'à plus de 60 chercheurs. Et donc, l'univers du service public, beaucoup de jeunes, les difficultés à trouver des financements, à développer une recherche qui était particulière à l'époque. C'est une recherche qui, et ce n'était pas très fréquent, était très ouverte aux entreprises. Donc, on travaillait beaucoup pour différentes entreprises et je dirais que j'ai commencé à acquérir une réputation de vilain petit canard en entreprise et dans le monde universitaire parce qu'on faisait les choses un peu différemment. Deuxième tiers de vie professionnelle, eh bien, dans le capitalisme pur et dur, dans le groupe du promoteur immobilier Christian Pellerin, qui m'a permis de toucher à des domaines extrêmement différents, à la fois des domaines de développement, des domaines immobiliers et aussi celui de la communication, puisque au gré de ces vicissitudes juridiques et judiciaires, j'ai pu m'exercer à la communication de crise. Et ça m'a conduit à créer des entreprises de communication, à participer au développement de certaines d'entre elles, aujourd'hui celles que j'anime. Donc si je dois me définir, je suis un peu le résultat aujourd'hui, dans mon quotidien, de ces trois dimensions. La dimension universitaire et recherche, j'ai gardé toujours un pied fort dans le monde universitaire, et je crois que c'est important parce que c'est le renouvellement et le débat d'idées qui importent. Et souvent, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, à la fois dans la société, on y reviendra, et dans le monde des entreprises. Deuxième aspect, c'est une faculté, en tout cas au moins une accoutumance à la vie dans l'entreprise et aux besoins, aux attentes et aux difficultés de l'entreprise que j'ai pu connaître en créant et en participant au développement de grandes entreprises. Et enfin, le troisième, celui de la réclame, comme on disait auparavant, la communication, où aujourd'hui, ça me permet à la fois de toucher aux dimensions économiques, aux dimensions managériales et bien évidemment aux dimensions de communication et d'information. Les deux points forts, si je comprends bien, alors c'est communication et économie, au fond, en quelque sorte. Ce sont des points forts, en tout cas ce dont je me réclame, c'est l'économie, la communication et les idées. Et je crois qu'il y a une forte importance des idées, du débat d'idées, même quand ces idées ne sont pas dans l'air du temps. Je crois que le fait de les défendre, le fait d'avoir des convictions, je crois que le débat est toujours source de progrès. Pourquoi, Robert Varader, comme tant d'autres, avez-vous été à l'origine trotskiste? Est-ce que j'ai été surpris de voir le grand nombre de gens que j'apprécie par ailleurs avoir eu cette origine politique? Pourquoi? Alors, c'est une information qui est souvent indiquée me concernant, mais je ne l'ai jamais été. Alors, pas du tout pour dire je n'ai pas été trotskiste, non. J'ai jamais été trotskiste. Je vais expliquer pourquoi. J'étais effectivement, on peut dire, dans la gauche de la gauche, on pourrait qualifier d'extrême gauche à l'époque, mais jamais été trotskiste parce que j'ai toujours eu un regard assez critique sur le monde communiste tel que je l'ai découvert à partir de ma naissance et plus largement après. Et donc, je n'ai jamais été trotskiste. En revanche, j'étais beaucoup plus proche de mouvements libertaires qui renvoyaient beaucoup plus, et on y reviendra sans doute aussi, à l'individu, à l'avenir de l'individu, non pas nécessairement isolé dans le capitalisme sauvage, mais à l'individu, à l'avenir de la personne, beaucoup plus qu'une lecture de la société à travers des classes, à travers la lutte des classes. Donc, en fait, ça me permet de le préciser aujourd'hui, je n'ai jamais été trotskiste, et j'ai beaucoup d'amis, de compagnons de route qui viennent du trotskisme, mais en l'occurrence, j'étais d'une autre famille de la gauche extrême, et
beaucoup plus enclin à considérer que la politique se nourrissait aussi de la culture, de l'art, de l'affiliation avec les surréalistes. Et même si je ne suis pas 68 ans parce que j'étais trop jeune, je me retrouve plus dans ce qui a été le post-situationnisme, ce qu'ont apporté Debord, Van Hegem et quelques autres, plus que dans la doxa marxiste. Cette vision politique, ajoutée à votre appétence universitaire, me semble vous avoir donné une tonalité, un langage très peu sectaire. Je pense à certaines de vos interventions. Vous n'êtes pas dogmatique. Est-ce que ça vient bien de ces deux moments fondamentaux? Je ne suis pas dogmatique, d'abord presque par essence, parce que je suis né dans une famille, je suis né en Algérie, et je suis dans une famille qui était très particulière, de juifs d'Algérie, et où mon père m'a appris à ne pas être dogmatique. C'était un homme qui s'entendait avec toutes les communautés, qui souhaitait rester en Algérie, qui n'a pas pu, hélas, y rester pour des raisons très pratiques et hélas très menaçantes, mais il a toujours été ouvert, j'ai toujours vécu dans un monde ouvert, et pas dans un monde dogmatique, pas dans un monde fermé. Après, je crois que vous avez raison de souligner que peut-être que la façon dont j'ai abordé la politique m'a rendu plus sensible aux relations entre les personnes qu'aux relations entre les groupes auxquels les personnes appartiennent. Voilà. Donc, j'ai des amis avec qui je peux débattre, qui sont de partis différents, de communautés différentes. Et pour moi, c'est ça qui fait à la fois la richesse de la vie quotidienne et de la vie tout court, et qui fait finalement progresser intellectuellement. Je crois que ne débattre qu'avec ceux qui sont d'accord avec soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Comment vivez-vous, Robert Varader, cette étrange perception qu'on a de vous? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de vous, vous êtes souvent cité, on vous prête une influence considérable, et en même temps, vous êtes très discret. Comment vous vivez cela? Écoutez, je le vis bien. Je le vis bien, j'ai jamais, dans les démarches que j'ai pu avoir dans le monde public, fait en sorte que ça soit en confusion avec mes activités professionnelles, qu'il y ait des dimensions économiques ou financières. J'ai toujours souhaité que ça relève de ma vie personnelle, de mes choix, qui ne sont pas du tout cachés, et je n'ai jamais souhaité de contrepartie. Je crois que ce qui fait aussi beaucoup du mal français en matière de relations à la politique, de relations aujourd'hui, on le voit de manière extrêmement actuelle, entre guillemets, le peuple et les élites, c'est qu'on a toujours le sentiment que quelque part, il faut qu'il existe une contrepartie. Et je crois que ça biaise beaucoup les relations. Donc moi, je fais les choses que j'ai envie de faire, et je n'ai pas besoin de médailles, de contreparties, de bénéfices particuliers. Avant qu'on rentre dans le détail, le citoyen Varader a toujours été passionné par la politique. J'ai toujours considéré que la politique était un constitutif de notre vie quotidienne. J'ai jamais considéré que la politique était, comme pourraient le penser justement les camarades marxistes dont on a parlé, relever des superstructures, des infrastructures, que tout ça, c'est... Pour moi, ce qui compte, c'est la vie quotidienne des gens. Et la politique, elle joue dans la vie quotidienne des gens. On le voit de manière extrêmement sensible aujourd'hui. Donc pour moi, la politique, c'est un ingrédient de la vie quotidienne. Je crois qu'il y a une différence, d'ailleurs, que d'aucuns devraient avoir à l'esprit, d'avoir à un moment donné, grosso modo, débarrassé le paysage des politiciens professionnels. Je crois que c'est pas une mauvaise chose qu'on a à voir poussé certains à la retraite. En revanche, je pense que ceux qui jettent la politique comme le bébé avec l'eau du bain font une erreur extrêmement grave, et qui peut se payer, là pour le coup, très fortement politiquement. Je crois que la politique, quand elle est menée de manière intelligente, quand elle appelle au respect des individus, au respect de la vie de chacun, quand elle n'est pas seulement
clivé par des visions partisanes, idéologiques variées, est quelque chose de très important et de très positif pour la vie des gens. Au fil des années, vous êtes-vous senti une responsabilité de plus en plus grande en raison de l'influence qu'on vous prête? On me prête beaucoup plus d'influence que j'en ai. Je ne me suis pas senti une responsabilité plus grande. Je me suis senti surtout avoir un rôle un peu différent des autres citoyens par des proximités que j'ai pu avoir avec des hommes politiques, des leaders d'opinion, et de pouvoir débattre, faire avancer des idées, faire avancer des convictions. Et c'est ça qui importe. Peu importe l'influence, c'est-à-dire peu importe même l'effet des idées qu'on peut avancer, au moins ça permet d'en débattre et d'avoir, ou non d'ailleurs, des réponses qui sont satisfaisantes ou insatisfaisantes. Donc c'est moins l'influence que la capacité de générer des questions et éventuellement de temps en temps des réponses. Pour vous qualifier, Robert Varader, et j'entends auprès de quelques-uns, éminence grise, est-ce que ce serait réducteur? Pas nécessairement. Je peux me qualifier d'éminence grise, mais je pense qu'une éminence grise, elle ne doit pas se réduire à une forme seulement d'influence, d'être un levier à un moment donné intellectuel. Je crois aussi qu'il faut qu'elle pèse concrètement à certains moments sur les décisions. Donc je crois que le fait d'être seulement une éminence grise est réducteur, donc c'est pas ce que je vise, mais dans ce que je vise, il y a la volonté aussi de temps en temps, même de manière extrêmement minuscule et marginale, de faire bouger les choses concrètement. Pourquoi donnez-vous l'impression d'avoir voulu toujours échapper au statut officiel de conseiller politique? J'aime pas les dimensions statutaires. Voilà, les statuts, que ce soit avec un E ou un T à la fin, c'est pas mon objet, c'est pas mon désir. Et je pense que le statut, pour le coup, emprisonne. Je pense que, de fait, aujourd'hui, dès le moment où on devient un conseiller officiel, dès le moment où on a un statut, qu'on ait ou non une rémunération ou une contrepartie de visibilité, on devient très vite prisonnier de son propre camp. Et je crains que ça ne soit pas du tout dans ma nature. Je veux garder une liberté de parole. Quand je discute avec des politiques, souvent je leur dis que moi je peux m'arrêter du jour au lendemain de discuter, de conseiller. Eux souvent ils ne peuvent plus s'arrêter parce qu'ils sont pris dans un cycle de vie politique où les mandats, le cumul des mandats, la vie politique fait qu'ils sont prisonniers du temps politique. Est-ce qu'on pourrait dire que tout de même vous vous situez dans la lignée de ces Séguéla ou Pilan, par exemple, ou c'est pas du tout pareil? Écoutez, je ne sais pas si c'est pareil ou pas, parce que je ne sais pas comment eux le vivaient, mais en tout état de cause, je trouve très honorable de considérer que je puisse être dans leur lignée. Et c'est vrai que, par exemple, Jacques Pilan, pour moi, c'est effectivement une personnalité importante. Jacques Séguéla aussi. Et bien que n'étant pas le troisième Jacques, je considère qu'ils ont chacun, de leur manière, apporté beaucoup, en particulier à François Mitterrand. Est-ce qu'on peut dire que celui qui vous a conduit vers François Hollande, c'est votre grand ami Julien Dray? Oui, on peut dire ça, parce que c'est d'abord une relation amicale qui m'a conduit à rencontrer François Hollande. Et cette relation amicale, elle a été effectivement liée à mon amitié universitaire et presque lycéenne avec Julien Dray. Vous avez été, Robert Varader, un conseiller très présent, très actif de François Hollande durant 5 ans. Est-il exact que vous avez inventé le concept de président normal? Alors durant 4 ans, parce que la première année j'étais assez peu présent. Je suis arrivé à peu près au bout d'un an.
j'ai amené à la réflexion qui fait qu'on est arrivé au président normal. En fait, je l'ai dit à quelques reprises, je le dois un peu, c'est paradoxalement, parce que c'est pas courant, à Bernard-Henri Lévy, qui avait écrit un article après l'élection présidentielle de 2007, dans Le Monde, où à la fin, il exprimait l'idée que, si on prenait les corps du roi chers à Kantorowicz, il y avait à un moment donné une forme de surévaluation du corps céleste, jupitérien, dirait-on aujourd'hui, au détriment du corps terrien. Et il disait que c'est probablement la prochaine élection se ferait plutôt sur le corps terrien, donc sur le corps entre guillemets normal. Et donc je suis parti de là, et puis après, chemin faisant, François Hollande s'est exprimé sur cette présidence normale. Donc je crois que j'ai un peu contribué effectivement à arriver au président normal, mais je crois aussi, parce que ça a été souvent discuté, critiqué, que bien évidemment, président normal, c'est un oxymore. Bien évidemment, ce sont deux mots qui ne sont pas, qui sont contre nature, effectivement, d'être côte à côte de cette manière. Et je crois que ça a souvent été mal interprété, et que François Hollande a un peu contribué à cette mésinterprétation, parce que le président normal, le problème, c'est pas qu'il se déplace en train, quoi. C'est la normalité, c'est celle pour moi, de la vie quotidienne des gens, c'est la proximité avec la vie quotidienne des gens, et que cette normalité-là, je pense que tout président qui la perd, qui reste trop enfermé au palais de l'Élysée, tôt ou tard a des difficultés. Dans le sens que vous donnez à normal, et bien sûr le président lui-même, Hollande, a trahi d'une certaine manière, vous le dites, cette définition, est-ce qu'il est possible pour un président de la Ve République d'être véritablement normal, à votre avis? Je pense qu'un président de la Ve République se doit d'être normal, peut-être plus que tout autre. Il se doit d'être normal, pourquoi? Parce que la mécanique institutionnelle, la mécanique politique, la mécanique qui sous-tend la Ve République, conduit de manière extrêmement naturelle à une dimension jupitérienne. Et je crois qu'il faut absolument contrebalancer cette dimension par la dimension de la normalité. Pour moi, la dimension de la normalité, c'est quoi? C'est avant tout une dimension de la sensibilité à la vie quotidienne des individus, à la vie quotidienne des femmes et des hommes qui font aujourd'hui sens, qui font nation, qui font république. Et si, à aucun moment, on est en mesure de se projeter dans ce que j'appelle cette normalité du quotidien, comme je le dis, tôt ou tard, de président jupitérien, on vient président satellitaire. C'est-à-dire qu'on s'éloigne tellement du monde réel qu'on vit dans une forme de virtualité. Cette virtualité, elle a différentes dimensions. De virtualité économique, de virtualité sociale, de virtualité culturelle. Et je crois que c'est le premier des mots qui, aujourd'hui, marquent les hommes politiques français. J'ai considéré, mais sans être un spécialiste, que François Hollande était un formidable commentateur de la vie politique, y compris de la sienne, mais qu'il était peut-être moins doué pour l'action elle-même. Que pensez-vous de cette appréciation ? Je pense que c'est faux. Je vais vous dire, je pense que c'est faux. Je pense que le sujet ou le problème est ailleurs. François Hollande a une dimension de commentateur, c'est indéniable, et même quand de temps à autre, justement en échangeant avec lui, on lui disait d'être moins commentateur, c'était très, très difficile d'en sortir. Mais on l'a présenté comme quelqu'un qui ne prenait pas de décision. Je pense que François Hollande est probablement un des présidents de la République, de la Ve République, qui a pris le plus de décisions. Il les prenait de manière, entre guillemets, hollandaise, c'est-à-dire en pesant le pour, le contre, en étant souvent dans un registre de conciliation des points de vue. Mais François Hollande a pris beaucoup de décisions. Mais François Hollande accordait plus d'importance à la décision politique, c'est un politique au sens le plus classique et honorable du terme, qu'à l'exécution des décisions. Je pense que le problème principal de François Hollande était qu'il a pris beaucoup de décisions qui n'ont pas été suivies des faits, qui n'ont pas été exécutées.
Pourquoi? Pour deux raisons. Et je pense que le président actuel devrait aussi s'intéresser à ces raisons. La première, gouverner, c'est une ambition collective. Et une ambition collective, elle doit reposer sur une équipe. Il y a eu beaucoup de confusion sur le rôle d'un Premier ministre. Un Premier ministre, ce n'est pas le premier des ministres. Un Premier ministre, c'est un capitaine d'équipe. Je crois que de ce point de vue-là, pour l'heure, il y a une vraie réflexion à avoir sur toutes les dimensions collectives des gouvernements qui se sont succédés. Deuxième aspect, qui dit collectif, dit assurer des convictions et des ambitions collectives. Être en capacité, dirait-on dans le commerce, de faire le service après-vente. Je pense que François Hollande, comme aujourd'hui, pour une grande partie, Emmanuel Macron, sont confrontés à la difficulté, voire à l'incapacité, de voir, un vrai collectif s'exprimer, deux, un vrai service après-vente s'exprimer dès que les décisions sont prises. François Hollande a souffert aussi, Emmanuel Macron, s'il a évoqué le spoil system, etc., du décalage entre la décision politique, la décision parlementaire, qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire quand vous prenez une décision en France, vous êtes président de la République, avant qu'elle soit effective, dès le moment où elle passe au Parlement, c'est en moyenne un an et demi. Vous vous rendez compte qu'on n'est plus du tout dans le temps réel. Si dans une entreprise, vous prenez une décision et qu'elle est mise en œuvre 1 an et demi après, vous avez le temps de mourir 10 fois, de disparaître dans l'entreprise. Aujourd'hui, certes, pour des raisons institutionnelles, certes, pour des raisons qui sont, elles aussi, un garant de démocratie, on a un temps parlementaire qui est totalement, aujourd'hui, inadapté au temps réel, au temps de la vie quotidienne, au temps de l'économie, au temps du social. Donc il y a cette dimension-là, et il y a une dimension de faire travailler différemment l'administration. Emmanuel Macron a pris une décision, par exemple, sur le nombre de conseillers dans les cabinets ministériels, 10 chez les ministres, 5 chez les secrétaires d'État ou délégués. Cette décision, qui a une dimension de communication évidente, c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision, pourquoi? Parce que plus vous réduisez les cabinets ministériels, plus vous réduisez la dimension politique, plus vous donnez corps et pouvoir à l'administration. Et je crois que l'administration, son rôle, c'est d'exécuter, d'administrer. Son rôle, ce n'est pas de décider à la place d'eux. Comment expliquez-vous, Robert Varader, qu'à la fois François Hollande ait indiqué qu'il n'était pas naïf en politique, et d'ailleurs ça on le croit volontiers, et qu'en même temps, il ne cesse de dire qu'il a été trahi par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? François Hollande écrit sa version de l'histoire. Je crois que si on repart des échanges qu'il a pu avoir avec la presse, des échanges qu'il a pu avoir avec son entourage, François Hollande est passé d'une histoire à une autre. Je crois que pendant un temps, notamment après l'élection présidentielle, il s'est beaucoup plaint de Manuel Valls, beaucoup plus que d'Emmanuel Macron. Il a considéré qu'il ne comprenait pas pourquoi Manuel Valls était allé à la primaire socialiste, pourquoi il a eu le sentiment qu'à un moment donné, il a accéléré un processus de décriminalisation de François Hollande, notamment dans une interview célèbre au JDD, très critique sur le président de la République alors qu'il était son Premier ministre. Donc François Hollande a eu un récit de cette période où le premier des Judas était Emmanuel. Après, avec le temps, et pour des raisons, si vous me permettez, de manière assez directe et sans parler correct, de cours de récréation, c'est-à-dire des raisons très personnelles, où Emmanuel Macron a sans doute été maladroit, où François Hollande a sans doute répondu de manière maladroite, on s'est retrouvé avec deux personnes qui, président de la République, avec des égos de président de la République, se sont publiquement exprimés et confrontés sur quelques sujets. Voilà, je ne pense pas
et je ne pense qu'à aucun moment, que ni Emmanuel Macron, ni ceux qui, comme mon ami Philippe Grandjean, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui aujourd'hui dirige de manière intérimaire La République En Marche, et moi, parce que nous étions très, très liés, n'avons trahi. On n'a trahi personne, on a fait une analyse politique en considérant que, compte tenu de nos idées, compte tenu de nos convictions, l'homme le plus à gauche susceptible de devenir président de la République, ce qui n'était pas loin d'être fait à l'époque. Je rappelle que tout le monde pensait qu'Alain Juppé puis François Fillon allait remporter cette élection haut la main, et était Emmanuel Macron. Et très vite, nous avons indiqué à François Hollande que jamais, et ça aurait été le cas, nous n'aurions fait campagne contre lui s'il avait été candidat, mais s'il ne l'était pas, notre projet, notre conviction était qu'il fallait aider Emmanuel Macron. En survolant le quinquennat de François Hollande, est-ce que vous estimez que sa décision de ne pas se représenter est due à un échec présidentiel personnel ou résulte de forces mécaniquement antagonistes ou délibérément hostiles? D'abord, depuis le fait qu'on est passé au quinquennat, aucun président n'a été réélu. Jacques Chirac n'a pas été réélu quinquennat, il a exercé un quinquennat. Donc, je pense qu'il y a une dimension mécanique que je regrette, parce que je pense que le quinquennat est un mauvais choix conjoint de la gauche et de la droite, conjoint Chirac-Jospin, et que ce mauvais choix conduit aujourd'hui à être, dès lors que l'on est président de la République française, dans une course contre la montre qui fait que soit vous allez trop vite, soit vous n'allez pas assez vite. On peut considérer que certains ont jugé Hollande trop lent, d'autres jugent Macron trop rapide. Voilà. Je pense que le premier point, le passage au quinquennat, est une mauvaise chose. Le deuxième point, s'agissant de François Hollande, comme vous l'avez dit, François Hollande, c'est un vrai politique. Et probablement, au-delà de son côté commentateur, c'est un très très bon analyste des forces en présence. Quand il y a une élection quelque part, François Hollande se trompe très peu. Qu'elle soit au fin fond de la Creuse, sur une cantonale, ou une présidence de la République étrangère, il a une vraie vision des rapports de force politique, presque arithmétique. Et pour avoir échangé avec lui, et pour comprendre sa façon de fonctionner, il a jugé qu'arithmétiquement, il n'était pas en mesure, en tout cas pas du tout certain, d'être présent au second tour de l'élection présidentielle. Et donc il a jugé en son âme et conscience qu'il ne pouvait pas, et je crois que pour lui c'était très important, vivre lui-même un 21 avril bis. Il faut bien voir que pour François Hollande, le pire moment de sa vie politique, je ne crois pas que ça soit ce 1er décembre où il va exprimer le fait qu'il ne se représentera pas. Le pire moment, c'est le 21 avril 2002, quand il doit, effectivement, comme tout le monde, constater l'absence de Lionel Jospin au second tour de l'élection présidentielle. Et ce qu'il a vécu de manière très dure en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, je crois qu'il n'était absolument pas prêt à le revivre en tant que président de la République sortant. Par ailleurs, il a fait des erreurs tactiques en acceptant une primaire au Parti socialiste qui n'avait aucun sens. Est-ce que le fait qu'à l'évidence il cherche à revenir, selon moi, ne vient pas du fait qu'il ne parvient pas à oublier qu'il n'a pas pu se représenter? Est-ce qu'il n'a pas une campagne présidentielle rentrée? Sans doute, ça relève pour moi plus de la psychanalyse que de la politique. Sur le plan politique, très sincèrement, je ne suis pas certain que François Hollande soit dans l'état d'esprit de se dire de manière mécanique, je repars en politique. Je ne crois pas que ce soit son état d'esprit, même si beaucoup le colportent, même si lui en joue devant les journalistes. Je vais revenir. Bon, je ne suis pas certain que ça soit son état d'esprit. Je pense d'abord qu'il
il a quand même un cas de figure qui n'est pas complètement analogue, mais qui est Nicolas Sarkozy, qui lui s'est représenté. Et Nicolas Sarkozy s'est représenté, ça ne mesure 2 fois. Il s'est représenté, certes, en 2012 face à François Hollande, et il s'est représenté dans la primaire de la droite en 2017. Nicolas Sarkozy, pendant cette durée-là, a toujours largement maîtrisé, d'ailleurs d'aucuns pensent qu'il maîtrise encore, l'UMP, puis les Républicains. Et malgré tout, malgré ce poids sur le parti, malgré ce poids dans l'opinion, malgré sa ténacité, il n'a pas réussi son retour. Je crois que François Hollande en tire aussi des conclusions pour lui. Je ne crois pas qu'en politique, les plats repassent 2 fois, et je ne crois pas que sur un quinquennat, avec l'évolution aujourd'hui du temps, le grand coup de balai qui a été donné en 2017, on puisse considérer qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, ou de Ségolène Royal, le retour en politique soit naturel et facile. Je n'y crois pas une seconde. Ce serait trop dire que la haine qu'il éprouve aujourd'hui peut-être à l'encontre d'Emmanuel Macron peut être un ressort qui élimine toutes les lucidités politiques. La haine est un mauvais ressort de manière générale. Je ne suis pas certain que François Hollande soit aujourd'hui dans une situation où la haine soit son premier sentiment à l'égard d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas. Je crois que les hommes politiques sont des animaux à sang froid et qui n'ont pas besoin de la haine ou de l'amour pour se mouvoir en politique. Donc je pense qu'il n'a pas besoin de ce type de ressort. Il est assez rationnel sur son analyse politique. François Hollande, c'est pas quelqu'un, peut-être à la différence de Nicolas Sarkozy, que je connais beaucoup moins bien, je connais très peu, pour qui l'émotion ou le sentiment est un moteur important. Je ne crois pas à ça. Je crois d'ailleurs, quand on lit un peu les ouvrages qui l'ont concerné, que le sentiment n'est pas son premier moteur. Sûrement. Emmanuel Macron, Robert Varader, vous le soutenez, vous avez expliqué dans quelles conditions. Là aussi, est-ce que c'est vous qui avez inventé le terme « France en marche » ? Non, alors là, pas du tout. C'est d'ailleurs quelqu'un qui, je ne me souviens plus du nom, mais qui est aujourd'hui député En Marche, d'une agence de communication publicitaire qui s'appelle Jésus, qui ont invité effectivement la République En Marche et ce mouvement En Marche. Voilà, mais je trouve que c'est bien vu et que de la même manière, s'agissant de l'analyse, j'avais y compris partagé, comme je l'ai dit, avec mon complice Philippe Grandjean et François Hollande, cette idée que le temps des partis était, sinon révolu, en tout cas très très endommagé, et que ce qui primerait dans l'élection de 2017, ça serait beaucoup plus une vision mouvementiste qu'une vision partisane. De ce point de vue-là, c'est souvent ignoré, mais c'est bon de le rappeler, Emmanuel Macron a été très influencé par Julien Drey. Tout le monde semble l'oublier, mais il y a eu beaucoup d'articles sur leurs échanges nocturnes, variés par SMS. Et Julien Drey, qui est probablement une des personnalités dont j'ai perçu le sens de l'évolution de la société qui est le plus fin, et qui, même s'il a vieilli depuis les grands mouvements étudiants, reste un vrai analyse des mouvements de la société française, avait exprimé auprès d'Emmanuel Macron une idée simple, c'est qu'il pensait que, globalement, SOS Racisme avait été très utile au président Mitterrand, ce qu'on ne peut pas ignorer, même si à l'époque c'était relativement, en tout cas volontairement, on essayait de le cacher, et que Emmanuel Macron, s'il voulait peser en politique, devait créer quelque chose en dehors des partis, un mouvement. Et Emmanuel Macron, de manière là pour le coup très individuelle, etc., sans l'aide de Julien, a créé En Marche. Mais je crois à l'idée de basculer des partis au mouvement, c'est-à-dire d'expression partisane, encartée, institutionnelle, à une expression plutôt d'individus engagés, a été quelque chose de très important dans la démarche intellectuelle d'Emmanuel Macron. Pardon pour cette question un peu longue, Robert Varader, mais
une élection fulgurante en 2017 qui exploite une envie de dégagisme, allure, tenue, qui nous change des quinquennats précédents, une première année réussie, me semble-t-il, et puis ensuite une dégradation, le retour, j'allais dire, d'un ancien monde qui n'avait vraiment jamais disparu. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Est-ce que vous comprenez tout à coup le fait que Emmanuel Macron, dont on avait attendu beaucoup, est devenu un président banal? Un président normal, peut-être. Je pense, ce que je vais dire, et ça va paraître un peu banal, mais je pense que dans votre question, il y a une partie de la réponse, c'est une première année. Dans la façon dont Emmanuel Macron décroche, par exemple, dans les sondages, qui ne sont pas tout, mais qui sont un indicateur qui n'est pas inintéressant, tout le monde le sait, même si tout le monde essaie de le discréditer, c'est au moment de la première année. Et pourquoi? Emmanuel Macron a été élu avec deux dimensions. Une première dimension, il a été élu avec un électorat au premier tour relativement réduit, voilà, avec quand même Marine Le Pen pas loin, François Fillon autour de 20%, malgré tout ce qu'il a subi pendant la campagne. Donc, et Emmanuel Macron a été élu avec un électorat, effectivement, qui a répondu au dégagisme, à la volonté de nouveauté, à la volonté d'avoir un président jeune, qui est un électorat finalement extrêmement instable. Et dans une certaine mesure, un peu comme les joueurs de poker, les Français ont payé pour voir. Ils ont payé pour voir, voilà. Et au bout d'un an, je pense qu'un certain nombre d'entre eux, notamment dans les classes populaires, dans le rural, ont constaté qu'ils ne trouvaient pas leur compte. Ils ne trouvaient pas le bénéfice qu'ils avaient retiré de leur investissement, entre guillemets, dans cette Startup Nation. Et globalement, ils se sont dit, on n'a pas les bénéfices qu'on attendait de ce jeune président. C'est assez injuste parce qu'un an, c'est court, mais je pense que c'est une partie d'explication. Il y a une partie d'explication dans la temporalité de la chute. Après, il y a des erreurs qui ont été commises. L'affaire Benalla, en juillet, en est une parfaite expression. Il y a Nadot, il y a des choses qui ont été faites en matière de justice sociale, sur les APL, etc. Donc, il y a des éléments, la CSG, les retraités, qui, après, ont amplifié ça. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est vraiment la difficulté, c'est qu'on est passé de ces 1 an anniversaire à quelque chose qui était un ressenti, à quelque chose qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un ressenti argumenté. Quand on regarde les études d'opinion, non seulement il y a une forme de retrait, je ne dirais pas de rejet aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien d'irréversible, et en tout cas de critique, mais la critique devient argumentée. Aujourd'hui, les gens disent pourquoi il y a cette rupture. Pourquoi aujourd'hui ils ne croient plus ou croient moins en Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est la difficulté. Cette difficulté, elle est due à quoi? Emmanuel Macron avait proposé un certain nombre de dépassements. Un dépassement sur la façon de faire de la politique, en disant on sera plus horizontal que vertical. Et il est devenu extrêmement vertical, très jupitérien. Deuxième aspect, un dépassement dans la façon de faire de la politique. Et ce dépassement, on ne le voit pas, on le voit mal. Et puis, il a aussi une autre faille très importante, c'est celle qu'on évoquait au tout début, c'est cette dimension, entre guillemets, de l'importance de la normalité terrienne. Pourquoi? Emmanuel Macron, il a globalement une République en marche qui est un parti en construction, dans le meilleur des cas, et dont on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, Christophe Castaner, qui a œuvré dans un premier temps, ait construit quelque chose de très très solide. On va voir ce que fera son successeur. Peut-être que politiquement c'est solide, mais sur le terrain c'est très inexistant. Emmanuel Macron n'a pas d'élus locaux. Emmanuel Macron a une grande partie des parlementaires qui l'accompagnent, qui n'ont pas d'expérience des circonscriptions, qui n'ont pas d'expérience du terrain. Emmanuel Macron a beaucoup de ministres qui sont probablement techniquement très bons, mais qui n'ont pas d'expérience politique, n'ont pas d'expérience politicienne, d'expérience politique, de porter un message politique. Et tout ça éloigne énormément du terrain.
Donc la promesse d'horizontalité, elle n'est pas tenue. Si on ajoute à ça, on a encore un exemple avec Édouard Philippe ces derniers jours et Bruno Le Maire, le fait de dire on ne discute pas avec la CFDT qui propose par exemple une conférence autour de ce qui se fait aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes et du pouvoir d'achat, de la transition écologique, on ne discute pas avec le corps intermédiaire, ajoute à cette difficulté. Donc le fait de ne pas avoir de retour terrain et de ne pas avoir la capacité à agir sur le terrain, à écouter les Français sur le terrain, éloigne d'autant plus Emmanuel Macron. Et donc les difficultés aujourd'hui, je pense qu'elles sont dues à ça. Je ne pense pas que les choses soient irréversibles, mais comme je le disais, un quinquennat c'est court. Ça fait 1 an et demi, il ne faut pas rentrer déjà dans la prochaine élection présidentielle. Nous sommes habitués en France à une contestation sociale et politique, même virulente. Ce qui m'angoisse quand j'écoute les gens au sujet d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de déchaînement de colère et de fureur presque anti-régalienne. Vous voyez, comme si au fond, ça n'était plus le politique qu'on mettait en cause chez lui, mais une forme de roi de France, comme si quoi qu'il fasse ou quoi qu'il ne fasse pas, il y avait quelque chose maintenant d'irréversible dans la haine qu'il inspire à beaucoup. Est-ce que c'est excessif ce que je dis là? Non, je pense que c'est un constat que vous faites qui est probablement ressenti par certains. C'est sans doute pas excessif. Est-ce que c'est majoritaire? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une menace démocratique, républicaine? Je crois que oui. Je crois qu'il faut faire très attention à cette expression de haine. Je dirais que c'est très différent de ses prédécesseurs, même de Nicolas Sarkozy, qui par moments a suscité ce type de réaction. François Hollande, lui, les choses étaient différentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une forme, dans l'opinion, de désintéressement. Pas de haine sur la personne, de désintéressement. Il ne remplissait pas la fonction aux yeux des Français, ce qui est un tort parce que je pense qu'il la remplissait. Et vis-à-vis d'Emmanuel Macron, on a presque le sentiment qu'il la remplit trop, c'est-à-dire qu'il la remplit tellement qu'effectivement il devient jupitérien et solaire. Donc je ne pense pas que ce soit irréversible, je pense que c'est dangereux, je ne pense pas que ça soit une majorité de gens. Et comment et pourquoi ça s'exprime ainsi? Je crois qu'il faut faire attention aux effets boomerang. J'ai parlé par exemple de la défiance, ou en tout cas du fait que ce gouvernement, je ne suis pas sûr que ça soit complètement l'avis d'Emmanuel Macron, mais ce gouvernement a fait peu de cas des corps intermédiaires. Moi je crois que c'est une erreur, au-delà du fait que ça peut aider dans certains dialogues sociaux, je crois que c'est une erreur parce qu'à un moment donné, on en vient à avoir une démarche qui est dans la réalité aussi populiste que celle de ses adversaires. Le fait de dire en permanence « les Français n'attendent pas qu'on réunisse des associations, etc. etc. » mais il y a une confusion dans l'utilisation du mot de populisme. Le populisme, c'est un rapport au peuple et une façon d'exercer la politique. Je crois que dans une certaine mesure, il faut qu'En Marche soit très vigilant sur ce sujet-là. Parce que la démarche qui consiste à considérer qu'on va faire des grandes consultations et qu'on va faire remonter par la grande marche, etc., l'avis des Français, d'abord on fait remonter l'avis des Français qui répondent, l'avis des Français qui sont consultés, c'est pas l'avis des Français. Et c'est une démarche, une méthode qui elle aussi relève du terrain de l'adversaire. Donc je crois que si, et d'ailleurs je pense qu'il est en train de le comprendre dans le cadre de la préparation des élections européennes, il est en train de se démarquer du côté où on va faire le bras de fer entre les progressistes et les populistes, aller sur le terrain de l'adversaire. Il n'est pas utile d'avoir lu Machiavel ou Clausewitz pour considérer que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que la grande force ou faiblesse d'Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs, qui probablement dans le privé émettaient des jugements négatifs sur le peuple et les Français,
les veaux du général de Gaulle, par exemple, ne vient pas du fait que lui, ostensiblement, publiquement, avec courage souvent, a énoncé parfois la piètre opinion qu'il avait de la communauté nationale. Est-ce que ça n'a pas créé précisément un lien qui a été très fortement, j'allais dire, amoindri, voire battu en brèche? C'est très injuste. C'est très injuste. Parce que, après, il faut voir ce que sont les personnalités, y compris les personnalités du président de la République. Emmanuel Macron n'est pas comme ça. Emmanuel Macron n'est pas, dans sa vie quotidienne, quelqu'un d'arrogant qui mépriserait les gens. Il n'est pas comme ça. Emmanuel Macron, qui a sans doute d'autres défauts, avec qui j'ai pu de temps en temps échanger quand même, assez fréquemment, avant qu'il ne soit président de la République notamment. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui a un sens de l'inégalité, de la redistribution, beaucoup plus fort que certains hiérarques socialistes, anciens ministres de l'économie et des finances, aujourd'hui, qui donnent la leçon aujourd'hui. Je crois qu'ils devraient regarder un peu ce qu'ils ont fait en matière de creusement des inégalités. Ce qui n'est pas le cas de François Hollande, qui a la même qualité de sensibilité aux inégalités. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'est pas comme ça. Deuxième aspect, je pense qu'il a effectivement quelque chose qui est un défaut, qui est que par moment, il redevient Emmanuel Macron, personne physique, je dirais, et puis dit ce qu'il pense. Mais il est beaucoup plus, très sincèrement, dans le registre qui aime bien châtie bien, selon le dit-on populaire, que dans un registre d'arrogance et de mépris. Il n'est pas comme ça. Et c'est pas du tout, je ne suis pas un turiféraire, je n'ai pas l'habitude d'être particulièrement zélateur des hommes politiques. Vous avez fait, on a échangé tout à l'heure sur mon parcours, je ne suis pas là-dedans, je pense qu'il fait beaucoup, il fait aussi des erreurs sur la façon d'honorer ses promesses. Les promesses, ce n'est pas les promesses d'un programme électoral seulement, ce n'est pas la promesse 19 qu'on a remplie, c'est aussi la promesse qu'il portait en termes de doctrine, d'idées, et je crois que de ce point de vue-là, il faut qu'il montre aux Français sa vision de la France dans quelques années, sa vision de la politique. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est pour ça que je considère que ce n'est pas irréversible, parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a une formidable capacité d'adaptation. Et je pense qu'une grande partie des Français attendent ça de lui, plutôt que de se réfugier dans la haine. J'ai parfois l'impression que la droite classique s'obstine à dénoncer chez Emmanuel Macron sa part de droite indiscutable, alors qu'en réalité, elle laisse tranquille tout ce qu'il a encore de gauche et qui apparemment ne l'intéresse pas sur le plan régalien, judiciaire. Est-ce qu'au fond, il n'est pas à la fois un intellectuel de gauche et un formidable pragmatique? Il est un formidable pragmatique, il est un intellectuel de gauche. Je crois que, si vous voulez, la droite, comme la gauche française, sont encore dans l'ancien logiciel. Elles sont encore, pas toute la droite, je préciserai, mais dans une registre de marché politique. Il y a un marché politique, Macron nous a piqué une part de marché à droite, il faut qu'on la récupère parce que c'est la plus facile à récupérer. Il faut après la fidéliser, de façon qu'elle ne reparte pas en marche ou à droite. Et à gauche, de la même manière, il a piqué une partie du marché de gauche et il faut les récupérer. De ce point de vue-là, l'intervention d'Olivier Faure, après le départ d'une partie de sa gauche avec Morel et Lindemann, a dit cette phrase extraordinaire en disant on est tranquille maintenant. Effectivement, la gauche est partie chez Mélenchon et la droite du Parti socialiste chez Macron. Mais il lui reste ses yeux pour pleurer. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Quant à la droite française, je pense qu'une partie a compris et va dans le même sens qu'Emmanuel Macron, mais avec un autre clivage. Une partie a compris, pour moi, il y a ce que j'appelle l'axe des 3B, Bussereau, Baroin, Bertrand. Pour moi, Xavier Bertrand est probablement celui qui est le plus intelligent de la situation, qui n'est plus sur un clivage gauche-droite, qui est sur un clivage Paris contre le reste de la France. On voit aujourd'hui vivre avec les Gilets jaunes, mais au-delà de ça, qui est un clivage qui est intéressant. Parce que quand on voit, après un peu la colère des élus locaux à Marseille récente, après, des associations sont créées localement où il y a des maires socialistes, des maires communistes qui travaillent avec des maires LR, etc., où la proximité, le local, a remplacé la logique partisane. Et je crois que ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que ça va
effectivement dans le sens où aujourd'hui, il faut éviter d'inventer deux France. Une France des élites, une France des métropoles, contre une France rurale, des villes périphériques. Voilà. Deux mots, Robert Varader. L'activité principale d'Ekwansi, quelle est-elle? L'activité principale d'Ekwansi, c'est d'écrire. Alors, on écrit quoi? Eh bien, Ekwansi écrit aujourd'hui des histoires d'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte que le récit d'un patron d'entreprise, d'une direction de la communication soit en phase avec ce qu'est l'entreprise. C'est de conseiller en période de crise, quand une entreprise doit faire face à des difficultés, être en capacité d'essayer de l'aider, de pouvoir parler aux leaders d'opinion, aux différents relais, aux journalistes, aux parlementaires, et puis de définir dans quel cadre stratégique on agit. Donc notre métier, il est de communiquer et d'influencer, parce que le mot d'influence pour moi n'est pas un mot grossier, c'est un mot qui est important, mais d'influencer, je crois qu'il fait peut-être notre marque de fabrique avec des idées, avec des contenus, plutôt qu'avec des carnets d'adresses. Vous avez créé, Robert Varader, j'espère ne pas me tromper, une association Valeurs et Culture ou quelque chose d'équivalent. Vous pouvez nous dire ce qu'elle fait? Valeurs Culture, c'est une réunion avant tout de personnalités du monde de la culture, du monde du digital, qui ont envie de se réunir pour justement parler culture. Très souvent, et on s'en est rendu compte pendant la dernière élection présidentielle, la culture est un parent pauvre finalement des communications politiques, des campagnes électorales. Alors pour moi, la culture, son rôle et son pouvoir d'influence dépassent largement la dimension culturelle. Aujourd'hui, à travers l'éducation, à travers la culture, c'est des pans entiers de la jeunesse qu'il faut aller rechercher, qu'il faut réconcilier avec la République, avec la nation. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. La fracture, aujourd'hui, politique principale, c'est une fracture générationnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes expliquent qu'une grande partie de la jeunesse se réfugie dans le vote pour l'ex-Front National, désormais le Rassemblement National. Mais c'est vrai pour la partie qui vote. Mais le pire, c'est les abstentionnistes chez les jeunes. Aujourd'hui, largement plus d'un jeune sur deux ne va plus voter. Et quand je dis plus d'un jeune sur deux, c'est plutôt presque 3 jeunes sur 4 ne vont plus voter pendant les principaux rendez-vous électoraux. Ça n'est pas normal. On ne peut pas laisser aujourd'hui la jeunesse, parce que c'est ce qui fait la force d'un pays, sur le bas-côté. Dans le milieu de la communication et le milieu politique, est-ce que vous vous sentez comme un homme entouré ou plutôt comme un solitaire? Non, je me considère comme un homme largement entouré. Vous savez, ce qui compte, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité à débattre, à défendre ses convictions. Je fais des erreurs, j'ai des analyses qui ne sont peut-être pas partagées, mais dès le moment où on peut échanger, je considère que ça, c'est le principal attrait de l'entourage. L'entourage qui a le doigt sur la couture du pantalon, je pense que ce n'est pas mon entourage. Les politiques devraient y réfléchir. De temps en temps, les parlementaires devraient y réfléchir, mais un entourage qui débat, c'est plutôt mon entourage quotidien. 2 dernières questions, Robert Varader, si vous le permettez. Vous avez indiqué que vous voyez régulièrement le président de la République. Ce qui lui reste de quinquennat, est-ce que vous portez sur lui un regard positif, enthousiaste, pessimiste, optimiste, lucide, critique? Je ne le vois pas souvent, le président de la République. Je vois son entourage, je vois beaucoup de gens autour, et de temps en temps, j'essaie de faire passer des messages, pour être tout à fait clair et honnête. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que, d'abord, je suis optimiste de nature, et je travaille souvent avec des gens qui sont un peu plus pessimistes que moi, ce qui permet un peu d'avoir un bon équilibre. Mais ce que je crois, c'est que on ne peut pas, le pays ne peut pas, aujourd'hui, se réduire à attendre l'échec d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas. Je crois que l'échec d'Emmanuel Macron, d'abord,
très sincèrement, je pense qu'il serait une menace sur la suite de la démocratie française. Je ne crois pas à des difficultés majeures, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe à l'est de l'Europe, on voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe aux États-Unis, etc. Donc c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir un Trump français gouvernant la France à partir de 2022. Donc voilà. Et je pense que, par ailleurs, et c'est surtout ça qui importe, les Français ont intérêt à ce qu'Emmanuel Macron réussisse. Ils ont intérêt à ce que des réformes aillent au bout, que des mutations s'opèrent. En 5 ans, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. On voit que les difficultés subsistent, l'état de l'emploi est encore difficile, le travail des jeunes difficile, mais tout ce qu'on pourra gagner durant ces 5 ans est important. Donc je pense que à la fois un mélange d'optimisme et malgré tout aussi de pragmatisme fait que, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron doit réussir. Il doit probablement rééquilibrer un certain nombre de choix, rééquilibrer peut-être le timing de certaines décisions, mais je reste optimiste. Enfin, l'homme, le citoyen et le professionnel Varadère sont-ils heureux aujourd'hui? Oui. L'homme est heureux, le citoyen est heureux mais vigilant, et le professionnel est besogneux et affairé. Je vous remercie, Robert Varadère.